Mes débatteurs, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés Éric Bothorel, député Renaissance de la circonscription Lannion-Paimpol aux Côtes-d'Armor. Rebonjour Éric. Et Alain Starot, cofondateur d'Artifil, donc de Start-Upper. On a parlé ensemble avec Arthur Poré de l'état de cette tech française. Arthur Poré, cofondateur de la banque d'affaires Avolta, qui est resté avec nous également pour commenter l'actu. On va démarrer, première actu, avec ce feuilleton sans fin, j'ai envie de dire. C'est Elon Musk avec Twitter. Donc dernier rebondissement, là cette semaine on découvre que finalement on est à quelques jours d'un procès qui devait avoir lieu parce que Elon Musk avait décidé de se retirer, de retirer son offre d'achat à Twitter, et puis finalement il nous dit si finalement je veux bien remettre les 44 milliards de dollars sur la table. Il a envoyé une lettre à la direction de Twitter, déposée auprès de la SEC quand même, le régulateur des marchés financiers, donc indiquant son intention de clôturer cette transaction à la valeur estimée à l'origine donc de 54,20 $ par action. Donc ça me permet de relancer cette question. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle, finalement, qu'Elon Musk, à nouveau, soit le nouvel acquéreur de Twitter? Allez, Éric Bothorel. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de bonne ou mauvaise nouvelle. En tout cas, c'est un feuilleton à l'américaine que seuls les Américains sont capables de nous réserver. Enfin, ceci dit, pas uniquement eux, mais c'est vrai que c'est assez courant chez eux. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est que de toute façon, quoi qu'il advienne de ce deal, à quelques jours de ce qui devait être le procès le 17 octobre, de la non-tenue de l'engagement initial, d'abord deux choses. Par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, voilà une valorisation qui repose sur zéro chiffre d'affaires, zéro résultat. Donc ça veut dire que... Peut-être pas zéro, quand même. Enfin, 44 milliards de dollars, c'est une belle valorisation. 44 milliards, je ne sais pas, en termes de coefficient multiplicateur, c'est des beaux multiples. Et l'autre chose, c'est que de toute façon, on saura rappeler à Elon Musk que tout Américain qu'il soit, attaché à la liberté d'expression, qui prend d'autres dimensions aux États-Unis, eh bien, ici, s'appliquera la régulation qui lui a été rappelée d'ailleurs par Thierry Breton lorsqu'il est venu nous rencontrer. Donc voilà. Donc oui, c'est vrai qu'on a eu le droit à une petite vidéo de Thierry Breton aux côtés d'Elon Musk. Elon Musk avait l'air d'être bon élève, d'acquiescer sur la nécessité de respecter la réglementation européenne à venir. Mais on a un régime de sanctions qui rappelle à ceux qui voudraient s'en éloigner qu'effectivement, on les invite surtout pas à s'éloigner des standards de régulation qu'on a posés. Et donc ça me paraît essentiel dans l'avenir de Twitter, quel qu'il soit, porté ou pas par Elon Musk, de considérer que cet outil, qui est un outil du quotidien pour beaucoup d'entre nous, progresse encore sur les champs de la meilleure régulation des contenus haineux, des contenus terroristes, des contenus... voilà. Alors, au-delà de la loi, il y a quand même... Twitter, c'est devenu quand même une source d'information aussi. Ça a toujours été, le microblogging. Non, mais je veux dire de manière massive, pour de plus en plus de personnes, pas uniquement pour des journalistes. On a une personnalité très influente, Elon Musk, sur ce réseau social, qui en devient le propriétaire. Qu'est-ce qu'il va en faire? Ça pose des questions. Quand on voit la manière dont il s'en sert et la manière dont il est suivi. Oui. En fait, il y a plusieurs études qui sortent maintenant, qui sont sorties sur le clivage de la société à travers Twitter. C'est-à-dire comment est-ce que, à travers des comptes qui sont souvent des comptes robots, comment on est capable d'identifier des zones d'influence refermées sur elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des bulles qui parlent entre elles, d'autres bulles qui parlent entre elles, et en politique c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire qu'on regarde sur la twittosphère les politiques, il y a des fossés qui se creusent entre chaque mouvance. Ce qui est extrêmement dangereux, ça veut dire que les gens ne se parlent plus. Bon. Et dans la série Clivance, Elon Musk est très très fort. Elon Musk c'est une personnalité extrêmement clivante. Donc... Alors, on peut peut-être signaler, par exemple, pour preuve, son sondage qu'il a lancé au sujet de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que là, il arrive après les pseudo-référendums organisés par Poutine, et puis finalement, à travers un sondage, oui ou non, vous seriez d'accord, vous, les twittos, pour un plan de paix donc fondé sur l'abandon de la Crimée à la Russie et un statut neutre de l'Ukraine, aussi simplement que ça. Non, mais là, il décide d'un plan de paix pour l'Ukraine. Il a dérapé. Enfin, on ne va pas demander à la terre entière ce que doit devenir chacune des provinces françaises. Est-ce qu'il faut qu'elles récupèrent leur indépendance ou pas? Enfin, on se rend bien compte qu'on marche sur la tête. Il y a des réalités locales qui doivent être traitées localement. Et en plus, il y a une erreur historique sur la Crimée. Mais bon. Enfin, on voit la puissance et l'influence qu'il peut avoir. Il y a quand même le président Zelensky qui a dû répondre en disant vous préférez le Elon Musk qui est pro-Poutine ou pro-Ukraine. Il défait les cours de bourse.
Oui. Enfin, sur tout ce qui est blockchain, il a quand même fait des hauts et des bas. Juste C'est un acte politique quand même quand Elon Musk s'exprime de cette façon sur Twitter. D'abord, c'est pas tout à fait surprenant de la part de cette personnalité qui s'était elle-même émue du fait qu'on ait, à l'époque où il n'était pas responsable de Twitter, banni le compte de Donald Trump. Donc on voit cet attachement profond finalement à la liberté de dire tout ce qu'on pense et lui se poser comme le garant de la capacité qu'ont les gens d'exprimer leur point de vue, y compris des points de vue contraires aux siens, et dans des limites qui sont au-delà de ce que nous tolérons dans ce que le champ de la liberté d'expression telle qu'elle est conçue à la fois au niveau français et dans une forme de consensus au niveau européen, hein, ce qui est pas, je veux dire, notre approche de la liberté d'expression n'est pas tout à fait partagée au même niveau avec les pays d'Europe du Nord, mais pour autant, on arrive à construire avec nos partenaires européens un framework, un cadre de régulation qui touche ces sujets-là en particulier, et nous sommes très vigilants sur le fait que, ce qu'on appelle les gatekeepers, en tout cas c'est ceux qui ont de l'influence sur le monde des idées, pour reprendre les termes de Gérald Bronner, eh bien, finalement, et le moins d'influence possible pour fabriquer des choses factices autour de rumeurs, autour de complots, de conspirations, etc. Et finalement, de changer le monde avec des volontés derrière qui sont des volontés politiques, ou en tout cas des sensibilités qui peuvent être politiques. Il est hors de question, bien évidemment, les réseaux sociaux, d'où les textes de loi que nous avions eu en France, notamment sur les processus électoraux. Il nous faut protéger un certain nombre de principes. Et je ne sais pas si la régulation pourrait faire quelque chose dans ce cas-là. Mais bon, on va enchaîner parce qu'il faut qu'on passe à la deuxième actu. Musk, puisque je voulais faire réagir Alain Staron à la découverte de ce premier prototype de robot humanoïde made in Tesla. Oui, il en avait déjà fait un premier poster, on va dire, une image qui était très humanoïde, très science-fiction. Là, on est revenu sur des choses un peu plus concrètes. Moi, je trouve que c'est extrêmement malin pour deux raisons. Enfin, je l'avais déjà dit à l'époque. Hein. La première raison, c'est que il utilise tout ce qu'il a fait en IA dans ses voitures. Donc, un robot, ça doit quelque part se déplacer, ça doit comprendre ce qui se passe autour. Une voiture autonome, ça fait pareil. Alors, je ne vais pas commenter où il en est sur des voitures autonomes. C'est encore un autre débat. Donc, première chose, il utilise des briques techno qu'il a déjà bien développées dans plus d'1 million de voitures. Donc, est-ce que ça peut s'adapter à un robot humanoïde qui est censé nous aider à la maison, changer la vie? J'en suis pas là. Pour l'instant, il fait un robot capable de se déplacer tout seul. Bien. D'autres le font aussi, mais on mélange deux choses. Il y a la cinématique, un robot qui sait monter une marche, qui sait avancer, qui sait sauter, et la compréhension de l'environnement. Compréhension d'intelligence artificielle, c'est la compréhension d'un perroquet. On est bien d'accord. Hein, il y a j'ai un obstacle, j'ai pas d'obstacle. Bon. Ça, c'est la première chose. Et il est un bon entrepreneur. Il exploite une fois de plus sa composante technologique pour faire autre chose. Quand Amazon a lancé un AWS, il a fait pareil. Amazon avait d'énormes serveurs, il dit tiens, je vais les proposer à des tiers. Donc, premier sujet, il a une techno qu'il utilise pour faire des robots. Très bien, et c'est une composante des robots qui est extrêmement importante pour des robots dits autonomes. Et deuxième sujet, il a un marché pour ça, c'est ses usines. Oui. Hein, et sachant que les usines automobiles sont déjà les plus robotisées de la planète, enfin c'est l'industrie où on robotise le plus. Il dit avec mes robots, je peux. Mais donc sa promesse de changer le monde demain, de devenir le leader de l'IA et tout ça, c'est une façon de vendre des robots pour des usines. Oui, enfin non, pardon. Il a besoin de parler au grand public. Il dit on va aller s'installer sur Mars, on va faire des robots dans tous les salons. Ça, c'est sa manière de parler au grand public. C'est son marketing. Voilà, faut prendre comme tout marketing avec des pincettes. Maintenant, il a une roadmap industrielle. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Hein. Ce qu'il a fait avec Tesla, ce qu'il a fait avec SpaceX, il va faire pareil avec ses robots Optimus. Ça prendra forcément le temps que ça prendra. Il ne sera pas forcément à l'heure partout. Enfin, dans les startups, on n'est jamais à l'heure partout. J'ai pas demandé à Arthur Forest ce qu'il en pensait, mais gadget ou alors c'est très fort, ce robot Optimus? L'état de l'art de l'intelligence artificielle, on en est encore au balbutiement. Donc, on attend de voir un peu les capacités, ce que pourra faire ce robot. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas faire grand-chose avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. On en est un peu revenu, c'est-à-dire que c'était revenu vraiment à la mode il y a quelques années. Et la réalité, c'est que la plupart des sociétés d'intelligence artificielle qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets sont un peu passées de mode. Et pour ce qui concerne le financement, en tout cas, c'est plus difficile de financer des boîtes d'AI aujourd'hui. Oh là 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 là, je ne sais pas si vous voyez les têtes en plateau, mais... Non, donc, juste j'oubliais, Elon Musk est secrétaire d'OpenAI. Et si vous discutez avec OpenAI, vous ne savez plus si c'est un robot ou quelqu'un. Un OpenAI, c'est celui qui fait la génération de texte conversationnel et qui est capable d'aller très très loin dans l'échange d'idées. Alors, encore une fois, c'est pas des idées. L'IA, il n'y a pas d'idées. Hein. Mais
nous avons l'impression que nous parlons à quelqu'un alors que c'est juste une IA. Donc ça fait partie de la conversation qu'il veut ajouter, lui, dans ses robots. Mais le robot de compagnie, le premier sujet, c'est quoi la proposition de valeur? Aujourd'hui, personne n'en sait rien. Oui, Ça peut rester. Aujourd'hui sont. Voilà, Est-ce qu'il ressemblera vraiment à un robot humanoïde? Ça, c'est une vraie question aussi. Est-ce que c'est forcément le plus adapté pour vivre avec nous? On passe au troisième sujet du débrief. Donc, troisième sujet, c'est cette question de la feuille de route de Jean-Noël Barrot, notre nouveau ministre délégué au numérique. Alors, il a été auditionné devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale mardi 27 septembre, en présence notamment d'Éric Bothorel. Donc, je voulais. Oui, je confirme, oui, j'étais là. Oui, et je vous ai entendu poser votre question. Qui était présent. Alors, vous lui avez posé une question sur la cybersécurité. Qu'est-ce qui vous interroge aujourd'hui dans la politique qui peut être menée? C'est pas forcément une interrogation sur la politique qui est menée. D'abord, elle est menée de longue date, mais on a un état de la menace qui évolue. On a un certain nombre de faits qui se sont égrenés tout au long de l'été, qui rappellent finalement les forts impacts que peuvent avoir les attaques cyber. Évidemment, on a tous en tête l'hôpital de Corbeil. Je veux avoir en tête Camaïeu, même si la liquidation n'est pas directement liée à une cyberattaque qui s'est déroulée au mois de juin l'année dernière, qui avait bloqué leur site web pendant une semaine, et le préjudice est évalué aux alentours de 40 millions. Mais on le voit, les faits divers s'égrènent ici ou là, cabinet d'avocats, laboratoire d'analyse, etc., etc. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que notre rôle, c'est aussi de reconvoquer des sujets qui ont des forts impacts sur l'entreprise, sur les particuliers, à l'heure où on a les yeux rivés, et c'est légitime, sur la sortie de la crise pandémique, éventuellement la 8e vague, mais aussi la guerre, etc. Et tout ça est bien normal, et les enjeux énergétiques. Et donc, aussi de préparer finalement ce que pourraient être les meilleurs éléments de protection pour permettre à nos entreprises d'être moins sensibles à ça, à nos collectivités de l'être aussi un peu moins par ailleurs. Je pense que c'est notre responsabilité aussi de ne pas forcément uniquement donc c'est plutôt coller à lui l'actualité. rappeler, l'idée c'était vraiment de rappeler que ça doit être un sujet central aujourd'hui, la cybersécurité. Ça doit être un sujet qui est, de mon point de vue, du même niveau que des enjeux de la transition écologique, la lutte contre le changement climatique. Parce qu'il s'était exprimé aussi à l'occasion des universités d'été d'Exatrust, qui rassemblent la profession, on va dire, autour de la cybersécurité. Et il avait fait déjà quelques annonces. Il avait promis 3 licornes, notamment dans le secteur pour 2025. Mais pour vous, il faut aller plus loin ? Pour moi, on a une super agence, vraiment. Moi, je veux rendre hommage à l'ANSSI, je veux rendre hommage à cyberveillance.gouv.fr, je veux rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui travaillent au quotidien sur les enjeux de cyber, que ce soit les enquêteurs, que ce soit les magistrats. Mais je pense qu'on a un niveau d'empathie ou d'appropriation du niveau du risque qui est inférieur à la réalité des choses. Et donc, je pense que c'est notre responsabilité, sans être dans la paranoïa totale, de considérer que cette dimension est une dimension importante qui peut porter préjudice au développement économique des entreprises. Une entreprise crypto-loquée sur 2 dans les 6 mois qui suivent dépose le bilan. Je ne prends pas Camaïeu tout à fait par hasard, mais derrière, il y a des hommes et des femmes. Et c'est d'ailleurs à elles et à eux qu'on pense en premier dans l'actualité qu'est la leur. Et encore une fois, sans lien direct avec l'actualité qui a été la leur l'été dernier. Mais si on n'a pas ça en tête et que on a comme seule boussole un certain nombre de choses qu'on maîtrise assez bien, des leviers sur lesquels on travaille, et l'habitude de travailler, en méconnaissant ou en sous-estimant les éléments qui sont liés directement à la cybersécurité, on court devant un certain nombre de drames parce que l'extension de la surface d'attaque possible de la cyber est intimement liée au fait qu'on numérise progressivement l'ensemble de nos processus pour livrer des produits, pour livrer des services. Y compris des services publics d'ailleurs. Non, pardon de faire le Cassandre, mais donc vous n'allez pas m'écouter, mais ça va de pire en pire. Non, Cassandre, on l'écoutait pas, la pauvre. Oui, ça va de pire en pire. Au contraire de tout ce qui est vert. C'est-à-dire qu'à un moment, on sait qu'on va pouvoir être positif, enfin en tout cas neutre. On sait comment faire pour y arriver. Bien. De consommation d'énergie, on sait comment la baisser. La cyber, ça ne s'arrêtera jamais.
Enfin, on sait quand même qu'on a des moyens à activer, des leviers. Oui, on a quand même des choses à faire pour lutter contre la cybercriminalité. dès qu'on et on se défend aujourd'hui quand même mieux qu'à une certaine Je suis d'accord, époque. mais les équipes grimpent en face, les équipes de gangsters, de cybercriminels, ils grimpent, et donc c'est vraiment comme dans la guerre, hein, il y a des questions de contre-mesures, coordination internationale, contre-mesures, c'est l'escalade, c'est sans fin. C'est pas tant- Non, mais c'est l'escalade, c'est sans fin. Donc mais il faut pas y a quand même s'arrêter. des mesures à prendre. Oui, mais mon D'accord. message, c'est il faut prendre des mesures tout de suite, et il ne faut pas penser que les mesures qu'on va Non, prendre mais maintenant, c'est la fin. On doit inscrire ça dans c'est malheureusement un budget qui doit être tous les ans le même, voire plus. Je sais pas tous si les ans, tous les ans, tous je les sais ans. pas si les attaquants grimpent, en tout cas ça se massifie. Et en fait, là où on avait l'habitude d'avoir des attaques élaborées avec les APT, les ceci et cela, aujourd'hui c'est des boîtes commerciales. Prenez le cas d'Everest, prenez le cas de Dogbit. C'est des gens qui ont des guidelines sur la façon d'aller cryptoloquer les entreprises. C'est des gens qui vous accompagnent avec un ROI. Enfin, la nature même de ces attaques et la caractéristique des attaquants a considérablement évolué et s'est massifié. Mais on aura des réponses. Et moi, je suis satisfait que Jean-Noël Barrot ait répondu aux questions que j'ai pu lui poser, que ce soit sur le filtre anti-arnaque qui est censé protéger effectivement le consommateur. La France se saisit de ça. Il y a un projet dans le cadre de l'élection présidentielle qui a été présenté et Jean-Noël en a décliné quelques premières pistes. Voilà, il va nous falloir continuer d'investir sur notre capacité à être cyber résilient by design et en même temps d'avoir les éléments de réponse, que ce soit au niveau judiciaire, que ce soit au niveau des services. Bon, alors ça suffira pas pour faire toute une feuille de route du numérique, mais de toute façon on n'aura pas le temps de parler des autres sujets. Donc on va se dire que priorité à la cyber. Aujourd'hui, on continuera dans un autre débrief pour la suite. Autre sujet au menu du débrief, ce sont les règles contre les préjudices de l'IA. Alors donc, on a la Commission européenne qui a adopté une première proposition en matière de responsabilité qui est applicable à l'intelligence artificielle. L'idée, c'est vraiment de permettre à des victimes de dommages causés par une IA de faciliter les recours. Est-ce qu'on va... ou les robots d'Artifil, les intelligences artificielles. Oui, effectivement, c'est un truc aussi de très, dans la maison connectée proposée par Artifil. Est-ce que vous pensez que là, on va trop loin en imposant trop de règles, Alain, sur l'IA, ou au contraire, est-ce qu'on va pas assez loin? Alors, c'est les deux, si je peux me permettre. C'est d'une part, ça me paraît effectivement important d'être capable de protéger les gens contre des décisions qu'on ne maîtrise pas toujours. Hein, typiquement, quand Facebook a viré 60 personnes qui étaient dans leurs locaux, qui bossaient d'Accenture, mais qui étaient dans leurs locaux, ils les ont virés avec une IA. Et apparemment, les DRH n'ont pas pu dire autre chose que... C'est l'algorithme qui a décidé en fait qui restait, qui partait. Exactement. Ouais. Et les DRH n'ont pas pu dire autre chose que c'est du hasard. C'est absolument intolérable, c'est inadmissible. Même si aux US, c'est plus facile de changer de job, c'est totalement inadmissible. Donc, il faut protéger. Et après, dans les mêmes textes, la même recommandation, c'est de dire, eh bien, il faut être capable de donner toutes les données qui permettent de comprendre ce qui se passe. Le problème aujourd'hui, c'est que l'IA n'est pas toujours explicable. Donc, là, on est sur un nœud gordien qu'on ne sait pas comment trancher. Entre je dois donner un maximum d'infos pour protéger les individus. Alors, je parle de ça, mais on aurait pu parler des scores de crédit. Enfin, on ne vous donne pas de crédit. Pourquoi ? J'en sais rien. C'est l'algorithme qui a dit je veux donc, grâce à la loi, je veux connaître toutes les données qui ont permis au système expert de dire, enfin au réseau de neurones de dire je ne suis pas éligible. Et sauf à tomber sur des experts, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Y compris pour ceux qui mettent en place ces systèmes. Mais oui, mais pourquoi ? Parce que on code des réseaux de neurones, on lui nourrit avec plein de données, et c'est les données qui vont créer les résultats et le biais. Et tout le sujet, c'est d'aller rechercher des biais. Peut-être qu'on peut imposer quand même à ces fabricants d'algorithmes. Il le faut. Voilà, mais c'est pas toujours possible. D'expliquer la manière dont ils ont créé leurs algorithmes, les données entrantes qui ont été mises dans leurs algos. Delphine, on met en entrant des milliards de données, enfin des millions, des dizaines de millions, des milliards de données. Aller rechercher là-dedans ce que le réseau de neurones a, je ne sais pas combien de poids, mais on est en dizaines de milliers de poids. L'explicabilité, c'est vraiment la clé. Hein. On parle d'auditer les algorithmes demain au niveau de la Commission. Donc l'explicabilité de l'IA. Je suis très fan de l'auditabilité des algorithmes, d'abord parce que, le principe d'application en lui-même est extrêmement complexe compte tenu du nombre de lignes de code qui existent, des langages qui sont parfois des langages pas totalement compilés, etc. Enfin bref, il y a des obstacles techniques à l'idée que des men in black puissent aller se foutre dans une boîte et dire maintenant vous montrez les macros Excel que vous avez. Enfin, c'est plus complexe que ça. Il y a des chercheurs à l'ENAIA qui travaillent là-dessus, sur l'audit des algorithmes. J'entends bien, mais ça n'empêche pas, et là pour le coup je défends le principe et l'approche que peut avoir l'Europe. Nous sommes animés par l'idée que l'IA doit être éthique, sans que ce soit totalement clairement défini. Nous sommes
animés par l'idée de faire vivre une troisième voie du numérique qui ne soit pas le Big Brother chinois ou le Far West américain, eh bien, l'Europe pose les jalons et puis nous verrons comment évoluera ce texte autour de l'IA et ses intentions et surtout sa mise en œuvre. Mais ça me paraît légitime que l'Europe, finalement, se saisisse de ces sujets-là pour, après avoir permis l'innovation, et on a vu des débats et on continuera d'en avoir sur les caméras intelligentes ou autres, on voit qu'il y a des espaces et des cas d'usage qui émergent, dont on n'avait pas suspecté qu'ils bousculeraient telle ou telle chose de la régulation ou du droit. C'est pas illégitime que la puissance publique, que ce soit l'Europe ou que ce soit le Parlement ici en France, finalement décide de porter des éléments de régulation. Et après, il faut être vigilant. C'est pour ça que mon point d'équilibre, c'est celui, je suis toujours plutôt favorable au sandbox ou au terrain d'expérimentation pour permettre l'innovation, l'émergence d'innovation. Ensuite, l'accompagner parce qu'on l'aura souhaité, et en même temps porter les jalons de certains qui voudraient passer les limites et qui nous Allez, un mot chacun. Il faut juste faire attention à ce que la réglementation en Europe ne freine pas l'innovation. C'est souvent le cas, comme c'était le cas sur la blockchain, la crypto, et les autres en profiteront pour dominer le marché. On peut avancer dans la contrainte, vous savez. Et donc, pour aller plus loin, au-delà de cette contrainte, je suis tout à fait d'accord avec le fait de mettre cette contrainte. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas à financer tout un projet sur l'explicabilité de l'IA ? Eh bien, malheureusement, nous n'avons pas le temps d'aller plus loin sur ce débrief de l'actu. Je sais, Alain, que vous vouliez parler du Nobel de physique, donc on va lui rendre hommage, Alain Aspect, mais on ne pourra pas aller plus loin aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois, Éric Bothorel, député des Côtes-d'Armor, Alain Staron d'Artifil et Arthur Poré d'Avolta. Juste après la pause, c'est l'interview week-end, on va l'appeler comme ça.